Bonsoir à tous et bienvenue dans ce débat politique. Bienvenue chez Smart, dans les locaux de Smart, pour ce débat politique concernant l'entrepreneuriat en collaboration avec LN24 et Wilfried. Je suis Jody Beau, donc journaliste pour LN24. Et je suis François Brabant, le rédacteur en chef et un des fondateurs du média Wilfried. Alors avant de commencer vraiment le débat, nous allons écouter un mot d'introduction des deux administrateurs délégués de Smart, Anne-Laure Desgris et Maxime Dechaine. Bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce débat sur l'entrepreneuriat de demain. Alors le terme d'entrepreneur ne parle peut-être pas à tout le monde ici. Certaines préféreront peut-être productrices ou créateurs, et c'est très bien comme ça. C'est la diversité qui fait la force de notre collectif. Chez Smart, nous sommes convaincus que porter les projets peut être vecteur de sens et de valeur, et qu'au-delà des options classiques pour encadrer ces projets qui sont parfois très, voire trop individualistes, il est possible, voire souhaitable, d'entreprendre autrement dans un cadre solidaire et mutualiste. Et avant de laisser place à nos invités, nous souhaitons adresser nos remerciements à celles et ceux qui permettent que nous soyons là ce soir. Notre partenaire LN24, la coopérative Wilfried, la coopérative Le Gros Studio, les collègues de l'équipe Smart qui se sont impliqués dans l'organisation, et puis bien sûr les membres et toutes les personnes qui ont participé au sondage et qui fournissent la matière éditoriale que nous allons retrouver ce soir. Place au débat, c'est une pluralité de points de vue qui est recherchée, que ça puisse s'exprimer dans l'écoute et le respect, bien sûr. Et c'est cette diversité d'opinions qui fonde la qualité démocratique de notre société. Je nous souhaite de très très bons échanges. Merci. Alors bienvenue à ceux qui nous rejoignent derrière leur écran pour ce débat, donc toujours autour de l'entrepreneuriat. Rapide représentation, je suis donc Jody Beau de LN24 et j'ai la chance de partager ce moment avec le talentueux François Brabant. Comment soutenir les entrepreneurs et les entrepreneuses? Comment stimuler la création d'entreprises en Belgique, en particulier en Wallonie et à Bruxelles? C'est ce dont nous allons débattre ce soir, alors que nous ne sommes plus qu'à quelques semaines d'élections très importantes, à la fois fédérales, régionales et européennes. Alors, avec nous pour en parler ce soir, nous avons Valérie Glatigny. Merci d'être sur notre plateau. Merci. Vous avez été ministre de l'enseignement supérieur. Vous serez tête de liste du mouvement réformateur au fédéral à Bruxelles. Oui, c'est bien ça. Il y a eu un peu de suspense. Et le mouvement réformateur dont on sait que l'un des axes forts en termes de positionnement politique, c'est justement la défense de la valeur travail. Je vous remercie d'avoir mis ce sujet sur la table. Alors le travail, oui, mais quel travail? C'est toute la question. On en parlera notamment avec Armelle Gissen. Merci d'être là ce soir. On vous connaît mieux sous votre prénom, Armelle. Appelez-moi Armelle, ça me va très bien. Simplement, vous avez été journaliste. On vous a beaucoup vu à la télévision. Mais vous faites vos premiers pas en politique. Vous serez candidate les engagés en Brabant Wallon. Vous êtes aussi entrepreneuse. Vous avez créé 2 concept stores. Vous avez lancé votre propre société en conseil, donc l'entrepreneuriat, ça vous connaît. Je suis indépendante et maman solo, ce qui a motivé mon engagement en politique. 2 fois indépendante. Alors également sur notre plateau, Sophie Merckx, médecin généraliste qui nous vient de Charleroi. Vous avez travaillé en maison médicale. Vous êtes aussi l'une des dirigeantes du PTB, le Parti du Travail de Belgique, députée fédérale, chef de groupe à la Chambre. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs au PTB? Oui, quand même. Il y en a. Indépendants. Également sur ce plateau, Ludivine de Maillanville. Bonsoir. Vous êtes aussi une novice, on peut le dire, en politique, sous l'étiquette du parti Défi. Vous vous définissez comme à la fois libéral et social. On aura l'occasion de l'écouter au cours de vos interventions. Vous avez été
la présidente de la Fédération bruxelloise de l'Horeca. Et vous êtes toujours chef d'entreprise, entrepreneuse, puisque vous gérez 2 établissements, un bar et un restaurant à Saint-Gilles. Enfin, sur ce plateau, merci d'être là, Gilles Vandenbuur, député fédéral, chef de groupe Ecolo Groen à la Chambre. Vous avez pendant plus de 10 ans été actif dans le monde de l'entreprise, que vous connaissez bien. Vous avez aussi dirigé une pépinière d'entreprises centrée sur les entreprises qui font de l'écologie, du développement durable. Comment concilier ces impératifs-là? Ce sera un des enjeux du débat de ce soir. Merci. Alors, nous avons justement un petit changement de dernière minute, puisqu'on vous présente Cédric Norey. Vous êtes conseiller au cabinet du vice-premier ministre Pierre-Yves Dermagne, ministre de l'économie et du travail. On est en plein dans le débat de ce soir. On vous remercie vraiment d'avoir accepté de nous rejoindre. Merci pour l'invitation. Au pied levé, représentant du Parti socialiste qui a lancé franco, on peut dire, la campagne électorale en prenant une semaine de 32 heures de travail sans perte de salaire. On voit bien que c'est cette question aussi de la valeur travail qui est interrogée là. Merci d'être là. Merci pour l'invitation et excusez le ministre, c'est un débat qui lui tient à cœur. Je suis sûr qu'il aurait aimé être là, mais il a un empêchement de dernière minute. Donc j'ai la tâche de le remplacer. C'est bien compris. Alors ce débat, justement, il va être divisé en 5 grands thèmes. Pour chacun des thèmes, nous aurons 15 minutes pour en débattre. Alors, si l'un d'entre vous n'a pas l'occasion de parler lors d'un des thèmes, ne vous en faites pas, nous veillerons à l'équilibre du temps de parole. Alors, pour alimenter ce débat régulièrement, nous nous appuierons sur les réponses d'un sondage réalisé par Smart, un sondage qui a recueilli les réponses de plus de 500 personnes. Et en plus de ce sondage, nous vous diffuserons par deux fois le témoignage d'entrepreneurs. Toute dernière chose, évidemment, nous tenons à ce que ce débat se déroule dans les règles de la politesse et la bienséance. Et c'est donc parti pour le premier thème. Alors, ce premier thème, va tourner autour de cette question. L'entrepreneuriat est-il une solution de création d'emplois? Alors, je vous propose, pour planter le décor, de voir les réponses de l'une des questions du sondage. On le rappelle, plus de 500 personnes y ont répondu. La question était: comment évaluez-vous l'environnement entrepreneurial actuel en Belgique? 53% des répondants le jugent négativement, 43,2% défavorablement et 10% très défavorable. Alors, vous le savez, l'objectif affiché par le gouvernement est un taux d'emploi de 80% d'ici 2030. En Belgique, le taux d'emploi aujourd'hui même est de 72,2% selon les chiffres de décembre 2023. Alors, je me tourne vers vous, Cédric Norey. Est-ce que pour vous, l'entrepreneuriat, l'autocréation d'emplois est la solution, en tout cas l'une des solutions pour booster le taux d'emploi en Belgique? Évidemment, à plus d'un titre. D'abord, dire que les entrepreneurs, les indépendants sont des travailleurs avant tout. Le Parti socialiste défend l'ensemble des travailleurs, c'est le premier point. Il y a 5,2 millions d'indépendants aujourd'hui en Belgique qui contribuent à l'augmentation du taux d'emploi, qui se constate dans toutes les régions. Et puis aussi, les entrepreneurs créent une activité qui permet de recruter aussi après des travailleurs salariés. Et donc, effectivement, les entrepreneurs sont le moteur de l'économie comme les travailleurs plus largement. Sophie Merckx, je me tourne vers vous. Justement, on entend le Parti socialiste qui dit que les entrepreneurs sont vraiment une solution à part entière pour aider à la création d'emplois. On sait qu'en Belgique, il y a plus ou moins 500 000 demandeurs d'emplois inoccupés, dont une grande partie en Wallonie, à Bruxelles, en particulier à Charleroi, dont vous venez. Vous aussi, vous croyez vraiment que stimuler la création d'entreprises, ça peut être un des leviers sur lequel on peut agir pour réduire le chômage? Oui, il faut de l'activité industrielle. Selon nous aussi, il faut beaucoup plus d'activités industrielles et des plans industriels qui sont publics. Mais par rapport au taux d'emploi, je voulais quand même mettre une note critique aussi par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement veut atteindre les 80% du taux d'emploi.
Mais il faut quand même aussi se dire que est-ce que ce n'est pas un fétiche qu'on veut forcément atteindre sans se poser la question de la qualité de l'emploi et de la rémunération. Est-ce qu'on sait vivre dignement de cet emploi? Quand vous avez 4 personnes, vous avez 2 temps pleins et 2 personnes au chômage, vous avez 50% de taux d'emploi. Vous avez 2 personnes qui s'en sortent à la fin du mois, 2 personnes qui sont pauvres. Si j'ai 4 temps partiel, j'ai 100% du taux d'emploi et j'ai 4 pauvres. Donc, par exemple, aux Pays-Bas, on voit qu'il y a un taux d'emploi qui est plus élevé, mais 40% des gens là-bas travaillent en temps partiel et 30% travaillent dans des contrats précaires. Donc, ils n'ont pas une sécurité par rapport à leur emploi à long terme. Et donc, pour nous, voilà, il faut aussi regarder la qualité de l'emploi et bien sûr aussi la rémunération de l'emploi. On voit quand même aujourd'hui qu'on va de plus en plus vers une précarisation de l'emploi qui est là, donc de moins en moins de contrats fixes et aussi beaucoup le phénomène des faux indépendants. Donc, on appelle ça parfois des entrepreneurs, mais je crois qu'à ce moment-là, les livreurs de Deliveroo, ce n'est pas forcément des entrepreneurs. On aura l'occasion d'y revenir. Valérie Glatigny, je me tourne vers vous. C'est un ancien ministre-président wallon socialiste, Jean-Claude Van Coenberg, qui disait dans une interview à Wilfried, la culture ouvrière a trop pesé en Wallonie. Alors, il disait justement que, contrairement à des idées parfois entendues, il y a en Wallonie un goût de l'effort, un goût du travail, mais peut-être d'un certain type de travail. Et il disait, le travail salarié, on n'a pas assez stimulé l'esprit d'entreprise, l'esprit d'initiative, et ça ralentit le redéploiement économique de la Belgique francophone. C'est une évidence. On doit à tout prix atteindre les 80% de taux d'emploi. Il faut vraiment un choc d'activation, un choc de compétitivité, simplement pour une raison très simple, c'est qu'il faut plus d'épaules pour permettre de porter nos pensions, de porter la norme de croissance dans les soins de santé, vous le savez, donc ce sont des montants considérables. Je plaide évidemment pour qu'il y ait la plus grande liberté possible pour que les personnes puissent choisir le statut qui leur convienne, parce qu'on sait qu'il y a des personnes, des journalistes pigistes par exemple, des livreurs Deliveroo, et oui, ils ont envie de travailler un certain nombre d'heures par jour, ils doivent pouvoir choisir le statut. Nos entrepreneurs, ce sont véritablement des aventuriers, créateurs de richesses, et que donc ils doivent pouvoir choisir un statut de salarié ou un statut d'indépendant. Je voudrais aussi insister sur tout ce qui a été fait notamment sous l'impulsion de mon parti, le mouvement réformateur, pour le statut des indépendants, notamment la revalorisation des pensions, et ceci indépendamment bien sûr des indexations automatiques et aussi de l'accès à l'enveloppe bien-être. Donc il y a toute une série de choses, par exemple en termes de congé parental, congé deuil, etc., qui ont été faits pour soutenir nos indépendants. Et donc moi je plaide vraiment pour qu'on puisse récompenser toujours davantage les entrepreneurs qui vont aller engager et donc pérenniser la mesure zéro cotisation quand on embauche un travailleur, récompenser aussi les investissements. Donc quand une petite et moyenne entreprise, et on sait que les petites et moyennes entreprises, quand ils embauchent, on puisse avoir une réduction de la pression fiscale. Donc c'est véritablement ça qu'il faut faire. Oui, vous avez évoqué la prise de risque. On peut peut-être vous demander, Ludivine de Maguianville, ça vous connaît. On entendait Valérie Glatigny disait les entrepreneurs sont véritablement des aventuriers. Est-ce que c'est ça? Il faut avoir cet esprit-là. Se lancer dans l'entrepreneuriat, effectivement, c'est une aventure. Moi, ce qui m'interpelle, ce sont vos chiffres. En fait, vos chiffres, pour moi, sont un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que le climat politique, économique et fiscal n'est pas propre à l'entrepreneur. Et c'est ce qui fait peur. Donc, vous l'avez expérimenté, vous? Clairement, que ce soit dans mon secteur ou dans tous les autres secteurs. Et ça se voit dans votre sondage. Aujourd'hui, par exemple, Actiris s'est donné comme objectif de mettre 4000 chercheurs d'emploi vers l'autocréation. Donc ça veut dire qu'on recherche, en plus du taux d'emploi, on cherche à l'augmenter, mais on cherche surtout à augmenter le nombre de personnes actives. Et on peut les trouver chez les demandeurs d'emploi et d'activer justement ça en disant, ben voilà, tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est possible. Mais je trouve que c'est un premier pas. Après, le rendre possible, le rendre pérenne et fiable, ça c'est une autre question et je pense qu'effectivement ce sera un grand débat pour les élections au niveau de 2024 et au niveau de la formation du gouvernement. Il va falloir travailler sur ceux qui se sont engagés dans l'entrepreneuriat, il va falloir leur trouver des solutions pérennes et structurelles. Pas juste des pansements et trouver des petites baisses de charges à droite, à gauche, et trouver des solutions comme ça ne marchera pas et ça ne
en tout cas, n'encouragera pas les gens à passer le pas vers l'entrepreneuriat. Créer des emplois, mais lesquels ? À quel prix ? Gilles Van den Burg, toute la question est là, non ? En fait, quel modèle de création d'entreprise ? Alors pour répondre à votre question, l'entrepreneuriat comme solution de création d'emplois, je pense que oui, mais en partie dans le sens où pour nous, comme écologistes, l'entrepreneuriat, c'est avant tout un parcours de vie en fait. Il y a le côté aventurier, clairement, mais il y a aussi le côté d'avoir du sens. Et moi, je veux rajouter cette dimension dans la discussion ici. Et certainement ici, c'est un endroit que je connais bien à Bruxelles. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, entrepreneuses qui en fait lancent des projets avec du sens social, du sens environnemental. Et donc nous, clairement, le développement de l'entrepreneuriat doit aller avec ces défis sociaux et environnementaux. Et donc, qui ont du sens. Et je pense que les plus jeunes générations aussi, on sent bien qu'il y a cette volonté, et moi je m'en réjouis, d'avoir du sens dans leur travail. Et donc la création d'emplois qui, quelque part, en découle, elle doit aussi avoir du sens, être ancrée chez nous, ici à Bruxelles, en Wallonie. Et ça, pour nous, c'est fondamental. Donc investir dans la transition écologique, isoler les bâtiments, mettre des panneaux photovoltaïques sur les toits, que ce soit à Bruxelles de nouveau ou en Wallonie, tout ça, ça demande de l'entrepreneuriat, ça demande de l'emploi, mais on veut que ce soit aussi de l'emploi de qualité. Je veux dire, le taux d'emploi pour le taux d'emploi, la productivité pour la productivité, ce n'est pas notre, en tout cas, vision, notre modèle. Nous, on veut vraiment quelque chose qui soit en lien aussi avec du sens, mais c'est très important d'augmenter ce taux d'emploi. Parce que vous dites que ce n'est pas notre vision, la création d'emplois pour la création. À tout prix, oui, c'est ça. Vous pensez que c'est la vision d'autres partis, disons les choses franchement. Non, mais on est dans un débat politique. Et donc, ce que je veux juste dire, c'est que cette dimension-là, pour nous, elle est fondamentale. Moi, je ne veux pas ici attaquer les collègues, j'essaie de montrer des différenciations potentielles entre les programmes politiques, puisque c'est quand même l'exercice démocratique. Mais je pense que c'est important. Et donc, je veux, comme la notion d'émancipation qui est très présente dans le programme d'écolo, dans les valeurs écologiques. Et ça, je trouve que c'est important. Et donc, le deuxième point que je voulais souligner, c'est que c'est pour ça que dans notre programme, on veut aussi mettre en avant tout ce qui est protection. Et certainement de l'entrepreneur aussi. On a parlé du statut social, de l'indépendant qu'on a renforcé, c'est vrai, cette législature, et moi je m'en réjouis. On l'a aussi fait depuis l'opposition dans la législature précédente. Moi j'ai notamment porté des textes en lien avec le congé de paternité pour les indépendants qui n'existaient pas, qui maintenant existent, et on voit que les papas indépendants le prennent beaucoup, et de nouveau je m'en réjouis. Les pensions, mais il faut aujourd'hui aussi dire aux entrepreneurs, aux entrepreneuses, aux plus d'1 million d'indépendants dans ce pays, vous avez aussi droit à une sécurité. Quand à un moment donné, il y a un coup de... Voilà, ça va pas bien, ça va pas comme il faut, il y a un coup de la vie, je dirais, qui fait qu'on a une difficulté. Il faut pouvoir élargir ce socle de protection, et c'est ce que nous souhaitons aussi faire pour l'entrepreneuriat, et pas justement le laisser justement pour une condition de salarié. Et on pense qu'il faut de plus en plus converger entre les statuts salariés et les statuts indépendants. On sait que ce sont des systèmes différents en Belgique. Il y a des raisons historiques à cela. Mais je pense qu'il faut pouvoir donner aussi une protection plus forte pour ces travailleurs, travailleuses indépendants. Toute dernière question, François. Mais peut-être justement, il y a une diversité de modèles d'entrepreneurs. C'est pas seulement être indépendant, c'est peut-être important aussi de le préciser. Je pense que pour créer de l'emploi, il faut prendre le problème à la base. Il faut introduire dans les cursus scolaires une formation à l'entrepreneuriat. Qui d'entre vous, jeunes, en cherchant votre voie, s'est déplacé, a quitté l'école, est allé voir le quotidien d'un indépendant pour voir comment ça se passe? Je pense qu'il faut créer l'envie, il faut donner des perspectives aux jeunes. Et chez les engagés, on place vraiment les indépendants à un rôle et les entrepreneurs un rôle, on leur donne un rôle assez fondamental. Preuve en est les personnalités issues de la société civile qui nous ont rejoints. Yvan Verhofstadt, manager de l'année en 2019, Olivier Douasset, patron de l'Union Wallonne des entreprises, ou Jean-Jacques Cloquet, qui a été CEO de Charleroi Airport, moi-même indépendante pendant 25 ans. Je pense qu'on partage tous la même idée, c'est que pour créer de l'emploi, il faut écraser le coût du travail, parce que c'est ça le grand problème en réalité. On est champion du monde sur la taxation sur le travail. Et chez les engagés, on a mis en place un grand plan de réforme fiscale qui a été validé par 2 économistes de renom, Étienne de Calataille et Bruno Coleman. Ce plan ne fonctionne que dans son ensemble, et si l'ensemble des réformes sont menées, si on décide de changer un des éléments, le plan s'effondre. Apprendre à laisser. Voilà, le plan n'aura pas l'occasion d'y revenir. Mais ce qu'il faut, c'est réoxygéner le monde du travail en valorisant le bonus bosseur. On appelle ça comme ça, c'est-à-dire valoriser le travailleur. Moi, à l'époque, j'ai le souvenir d'avoir voulu engager une jeune vendeuse. Je m'appuyais sur les barèmes d'un secrétariat social, et cette jeune femme m'a dit « Je suis désolée, je dois vous dire la vérité, je suis au chômage, et avec les petits jobs que je fais au noir, ça ne m'intéresse pas de travailler pour vous ». Ça,
Ça, c'est le piège à l'emploi. Et pour éviter ce piège à l'emploi, il faut favoriser et valoriser le travail et creuser l'écart entre le travail et le demandeur d'emploi. Et donc, on appelle ce bonus bosseur, c'est une valeur de 450 € qui arrive en plus chez le travailleur. C'est pas 450 € qui sort d'un chapeau magique, c'est le résultat de ce grand plan, de cette grande réforme fiscale qui rapporterait 42 milliards à l'État. Et je vais juste terminer avec ceci. C'est aussi permettre aux gens d'avoir un nouveau souffle, d'avoir une exonération d'impôts. Ça veut dire que les 1000 premiers euros gagnés reviennent à l'employeur et au-delà de ça, on écrase la taxation de 20% en moyenne et de 45% pour un maximum. Et je voudrais dire encore une chose, c'est qu'il y a des tas de personnes qui sont, s'il vous plaît, qui sont au chômage et qu'on peut remettre à l'emploi. Donc, chez les engagés, on estime que tout le monde a le droit de vivre un crash dans une existence, d'avoir une période d'arrêt. On accorde 2 ans de chômage avec des invalidités de chômage valorisées pour pouvoir faire face aux dépenses courantes, à un enfant qui est à l'université, qui fait des études ou que sais-je. Mais en revanche, ces 2 ans de chômage, on en fait des années constructives. C'est-à-dire qu'on accompagne ces personnes au chômage avec des bilans de compétences et on les remet au travail parce qu'on estime que le travail est un droit. Et donc, la fonction publique s'engagerait à reprendre ces demandeurs d'emploi parmi elles. Merci bien. On a de toute façon tout le temps dans les prochains thèmes. Je vous propose à présent de découvrir un premier témoignage, celui de Sarah Prévost. Sarah Prévost, 39 ans, salariée dans le secteur audiovisuel depuis plus de 15 ans et qui se lance depuis peu comme entrepreneuse, membre de Smart dans le secteur du design. Je me suis lancée aujourd'hui comme entrepreneuse, d'abord par l'identification d'une passion qui, pour ma part, est passée par des études pour me professionnaliser. Et une fois que cette vie professionnelle s'offrait à moi, j'avoue que pas mal de questions et de peurs sont arrivées, à savoir est-ce que ce n'est pas trop lourd pour mes épaules? Est-ce que je ne suis pas en train de me rajouter trop de charges de travail, financièrement, administrativement? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me demande comment les pouvoirs publics, en tout cas je n'ai pas réussi en tout cas à l'identifier pour l'instant, peuvent nous rassurer, nous les jeunes entrepreneurs, dans le lancement de cette vie professionnelle qui a pas mal de questions. Alors on vient d'entendre dans le témoignage de Sarah Prévost, lancer sa propre entreprise ou devenir indépendant peut être difficile et nécessite des compétences en gestion spécifiques. Beaucoup de porteurs de projets échouent au final car ils ne sont pas des gestionnaires nés. Cela se traduit par un taux de faillite très élevé en Belgique qui tourne autour de 10 000 par an à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle. Depuis janvier, au cours des 8 premières semaines de 2024, les tribunaux de l'entreprise ont prononcé 1761 faillites. Le taux de survie à 5 ans est de 59%. Ce chiffre tombe même à 51% lorsqu'il s'agit des indépendants. Alors je me tourne vers vous, Gilles Van den Burg. Alors évidemment, toutes les faillites ne sont pas attribuées à un manque de compétences en gestion, mais tout de même, est-ce que le parcours entrepreneurial est réservé aux personnes qui ont des compétences en gestion ou il faudrait rendre accessible à tous, peu importe la formation ? Pour nous, ça doit évidemment être accessible le plus largement possible. On l'a dit dès les formations. Là, je rejoins ce qui a été dit sur les formations dès le plus jeune âge, y compris en secondaire. En fait, on peut évidemment avoir le goût d'entreprendre, le goût de porter de nouveau son projet, d'ailleurs qu'il soit commercial, économique, culturel, associatif. C'est ça pour nous vraiment l'entrepreneuriat. Alors, par rapport aux faillites aussi, bon, alors les chiffres, c'est vrai qu'ils sont élevés. Alors, à voir aussi sur plusieurs années, parce qu'on a eu un moratoire durant la période Covid que nous avons soutenu d'ailleurs, qui était normal vu les conditions. À voir si on n'est pas dans des chiffres qui sont particulièrement... Voilà, peut-être. Donc il faudra encore attendre quelques mois avant de le voir. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même je dirais encore en Belgique aussi un tabou par rapport à la deuxième chance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui peuvent à un moment donné rater, mais qui n'a jamais raté, qui à un moment donné ne sait pas où a trébuché. En tout cas, je pense ça nous est toutes et tous arrivé. Et je pense qu'on a encore un problème par rapport à cela, de donner cette deuxième chance, ce rebond. Nous, on a des propositions pour dire qu'à un moment donné, aussi, quand on est indépendant, on l'a développé pendant le Covid, le droit passerelle, mais on est pour l'élargir aussi. Quand une personne, à un moment donné, doit dire, voilà, moi, je vais fermer ou je vais mettre mon activité sur pause, on doit pouvoir continuer à avoir un soutien public, comme je parlais de ce filet de sécurité pour avoir tout simplement un revenu digne
pour pouvoir survivre, hein, se nourrir, se loger, ce qui sont les besoins de base. Je pense qu'en termes de mentalité aussi, on ne voit pas assez ça comme une opportunité en fait. Hein. On va trop souvent, si vous allez chez votre banquier, enfin, je ne vais pas trop parler des banquiers ce soir, mais on sait bien à quel point, si vous êtes failli, vous êtes dans une liste, machin, liste rouge, c'est compliqué, vous êtes presque pour 2 fois rien blacklisté, alors que dans d'autres pays, il faut pouvoir le reconnaître, il y a une valorisation en fait de la seconde chance. Et nous, clairement, c'est quelque chose qu'on veut promouvoir avec des formations tout au long de la vie. Hein. On n'a pas du tout cette tradition en Belgique. On est aussi, en termes de, on estime qu'à 18 ans ou à 25 ans, on est formé et qu'après, toute sa vie, on va travailler sans être formé. Je pense qu'il faut vraiment revoir tout ça en profondeur pour effectivement expliquer que faire faillite, effectivement, ça peut arriver, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas se relancer, rebondir, mais on doit être soutenu par des moyens publics. Je veux être aussi clair là-dessus. Vous parliez de la deuxième chance. Avant la deuxième chance, il y a la première, hein, au moment de se lancer en tant qu'entrepreneur, qu'entrepreneuse. Et quand on pose la question aux entrepreneurs et entrepreneuses, quel est le plus grand défi finalement pour se lancer, on voit que près d'un tiers d'entre eux répondent l'accès au financement. Alors Ludivine de Magnanville, comment faire en sorte que cette création d'entreprise ne soit pas réservée à une petite couche de l'establishment, hein, pour appeler un chat un chat? Je l'avais dit tout à l'heure, donc moi je suis entrepreneuse et j'ai 2 établissements. Et je vais partir d'un constat qui a été ma vie il y a 1 an. C'est-à-dire que moi j'ai une cuisinière qui a travaillé chez nous pendant 5 ans et qui nous a dit, voilà, je voudrais changer et je voudrais travailler et faire des bijoux. Et donc être créatrice de bijoux. Et donc elle dit, voilà, je vais démissionner, je pars dans 3 mois et je vais être créatrice. On lui a dit, attends, ne démissionne pas, parce que si tu démissionnes, tu n'auras pas ton chômage. Tu as cotisé pendant 5 ans et tu n'auras droit à rien. Et de ce constat-là, quand je suis arrivée chez Défi, j'ai dit, là, il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'on coupe finalement l'envie à certaines personnes de se lancer en tant qu'entrepreneur. Si on arrive à dire qu'avec une démission, on peut avoir le chômage, avec un suivi, offrir des formations, dire, voilà, moi, je veux monter ma petite boutique, je veux être créatrice de bijoux, je veux arrêter l'Horeca parce que c'est un métier que j'adore, mais que peut-être d'autres gens veulent changer. Et se dire que la vie, finalement, alors c'est la deuxième chance, là c'est même en l'occurrence une deuxième passion, et essayer de je trouve qu'on devrait se donner les moyens et de dire, voilà, je démissionne, j'ai assez cotisé, parce que ces cotisations finalement sont celles aussi du travailleur qui a fait ses allocations, et de dire, voilà, sur un plan très précis, finalement, de formation, je me lance dans l'entrepreneuriat. Donc, il y a cette espèce de soutien, parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir toucher ces allocations chômage quand on est salarié suite à une démission, il faut pouvoir dire qu'on a été harcelé par son employeur. Quelque chose que je ne souhaitais pas assumer en tant qu'employeur, parce que ce n'était pas le cas. Et donc, je trouvais que c'était une quelconque fraude, finalement. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, il faut dire, pour que l'entrepreneuriat soit accessible, il faut aussi se donner les moyens, en tant que pouvoir public, de soutenir quelqu'un qui veut changer de carrière. De dire, voilà, j'étais salarié, et maintenant je veux être entrepreneur. Justement, Armelle Gilsen, on a souvent entendu, hein, que le positionnement socio-économique des engagés et de Défi... Et donc le soutien économique viendrait par là, pardon. Oui, je reviens sur... Les engagés, Défi, socio-économiquement, on vous met parfois dans la même case. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous partagez? Je pense qu'un droit, le droit au chômage, il est fondamental chez l'indépendant, et c'est là que le bas blesse un petit peu. Et je crois que dans l'état d'esprit d'un indépendant, si on devait réfléchir à toutes les barrières, on ne se lancerait jamais. Sauf que ça va à l'encontre de la mentalité de l'indépendant qui gagne sa liberté, son autonomie, et pour qui son travail est une passion, un moteur. Il ne réfléchit pas aux barrières, il les découvre tout au long du chemin. Je pense que la première chose déjà qu'il faut régler dans ce pays, c'est le contrat de gestion de base. C'est-à-dire que pour devenir indépendant ou entrepreneur, il faut avoir ce diplôme de gestion de base. Nous sommes les derniers en Wallonie à le réclamer encore. Bruxelles et la Flandre ne le réclament plus. Selon moi, il est nécessaire sur certaines choses. Alors, on ne peut pas faire n'importe quoi. La formation est nécessaire. La formation est nécessaire. Moi, je connais des personnes illettrées qui ont fait des fortunes considérables parce que c'était des gens malins qui s'entouraient et qui savaient faire. Donc, il faut avoir le droit, et je vous rejoins, le droit à l'échec. On n'est pas dans une culture du droit à l'échec, parce qu'un indépendant, il a le droit de rater une première fois et de se relever. Le Québec a une culture entrepreneuriale. Quelque chose, parce que j'ai l'impression que tout le monde est d'accord au niveau de la formation, mais moi, pour
pour avoir assumé la compétence de l'enseignement supérieur, je peux vous dire qu'on n'était pas tout d'accord. Et que donc, quand moi je plaidais pour stimuler une culture de l'entrepreneuriat en mettant des stages pour les 15-18 ans, donc les étudiants, les écoliers, pour qu'ils puissent aller dans les entreprises, je peux vous dire que vos partis n'étaient pas d'accord. Je peux vous dire aussi que quand je plaidais pour un master en alternance, oui, je pense qu'on était drôlement isolés, et ça ne donne pas cette impression ici, mais quand j'ai défendu le master en alternance, c'est-à-dire une partie du cursus universitaire qui peut être fait à l'université et également en entreprise, nous étions particulièrement isolés. Donc je trouve qu'ici, il y a un peu un climat, je ne dirais pas d'hypocrisie, ce serait trop fort, mais une espèce de... comme si on était tous d'accord pour stimuler une forme de culture d'entreprise, en particulier dans l'enseignement, et je n'ai pas ressenti ça lorsque moi-même j'étais ministre, et j'ai l'impression que mon parti était isolé dans la défense de cette culture, en particulier chez les jeunes. Je vous propose juste quelques instants qu'on se tourne vers le sondage avec cette question, une réponse oui, non. Avez-vous eu recours à des structures d'accompagnement? La réponse est oui pour 56,5%. Mais lorsque l'on lit, vous allez le voir affiché à l'écran, lorsque l'on lit les commentaires, les différents commentaires, on se rend compte que le soutien sur la durée n'est pas optimal. Alors, Cédric Norey, je me tourne vers vous pour cette question. Comment les pouvoirs publics peuvent-ils mieux aider les entrepreneurs, mais tout au long de leur parcours? Mais d'abord, moi je pense que toutes les questions que vous avez mises en avant sont liées. Quand on demande s'il y a un climat favorable à l'entrepreneuriat, 52% disent que ce n'est pas le cas. Il y a des personnes qui disent qu'il y a de nombreuses barrières. Effectivement, moi, quand j'ai commencé ma carrière, je me suis lancé comme indépendant. J'étais un peu obligé. Je commençais le stage d'avocat et je payais des cotisations qui étaient proportionnellement supérieures à ce que mon maître de stage payait, par exemple. Parce qu'effectivement, en tant que petit indépendant, on paye plus proportionnellement que des plus grands indépendants. Ça, c'est une anomalie, par exemple. C'est quelque chose qu'il faudrait régler structurellement pour justement soutenir ceux qui en ont le plus besoin, les jeunes, les personnes qui débutent. Aussi prendre des mesures pour l'entrepreneuriat féminin. La personne qui témoigne est une femme et on voit aussi qu'il y a moins d'entrepreneuriat féminin que d'entrepreneuriat masculin. Je pense que ça, ce sont des questions structurelles qu'il faut pouvoir mettre en avant. Et effectivement, on a parlé plutôt de la valorisation du travail. Moi, je pense effectivement que le travail est émancipateur pour la plupart des personnes. C'est vraiment un objectif. Alors, un emploi pour un emploi, non. Je pense que l'emploi, c'est le principal facteur d'émancipation et le principal facteur de lutte contre la pauvreté. On le voit dans les chiffres. Les travailleurs en Belgique, les travailleurs pauvres, il y en a moins de 7%. C'est fondamental. Le ministre Pierre-Yves Dermagne, avec les partenaires sociaux, a permis de revaloriser le salaire minimum. C'est aussi des mesures pour revaloriser le travail. Mais je pense effectivement qu'il faut aller plus loin avec une réforme fiscale qui permet de revaloriser le travail. 300 € de plus net par mois, c'est ce que notre parti propose au travers d'une réforme fiscale qui, on l'a vu au sein de ce gouvernement, n'a pas pu faire l'objet d'un consensus. Donc voilà, je pense que c'est des manières concrètes d'aider les travailleurs, c'est de revaloriser aussi, à travers une fiscalité plus juste, leur rémunération. Dans la barrière essentielle pour se lancer en tant qu'indépendant, vous avez dû vivre la même chose, c'est aussi la montagne administrative et le flou administratif qui entoure le parcours d'un indépendant, de son inscription tout au long de sa vie, puisqu'il faut passer par l'inscription à la banque Carrefour, le numéro de TVA, passer chez le notaire, on ne sait pas si on doit s'abonner ou s'affilier à certains partis, au syndicat d'indépendants, d'autres affiliations qu'il ne faut pas suivre. Il y a un flou administratif qui est constant et qui pénalise en permanence les indépendants, à un tel point que les administrations elles-mêmes s'y perdent, puisqu'on se rappelle qu'au lendemain de la crise Covid, on a demandé à 50 000 indépendants de rembourser le droit passerelle pour des allocations faussement perçues concernant le droit de garde des enfants qui passaient sur le régime de la fiscalité ou sur le régime de la mutuelle. Et à l'heure actuelle, 500 familles sont en train de se battre en justice pour réclamer revenir à la question. On va peut-être un éclaircissement. Revenir sur la question de ce thème-ci, sur l'accessibilité à l'entrepreneuriat et notamment ce que peuvent faire les pouvoirs publics. Est-ce que, Sophie Merckx, je m'adresse au flanc gauche ici de l'échiquier politique, est-ce que vraiment vous trouvez que les pouvoirs publics sont
à la hauteur. On entend beaucoup d'entrepreneurs, d'entrepreneuses qui disent soit l'aide est insuffisante, ou alors l'aide existe, mais on ne sait pas comment s'y retrouver en fait dans la multiplicité des dispositifs. Oui, c'est ça. Ben oui, je pense que c'est clairement un problème. En tout cas, c'est ce qu'on reçoit aussi dans les témoignages. Donc, il faudra vraiment créer un guichet unique qui accompagne les indépendants pour l'ensemble des démarches qu'il faut faire, parce qu'on entend quand même des gens qui ont, par exemple, raté une aide parce qu'ils ont rentré un papier 4 jours en retard. Puis il y a aussi, je crois, une multitude de compétences et parfois des aides qui ne sont pas accessibles. Par exemple, je connaissais une dame qui a lancé un petit commerce à Charleroi et il y a une prime de 6 000 € que la ville donne, mais uniquement si vous avez un bail commercial de 3 ans. Alors qu'elle, elle a pris qu'un bail précaire d'1 an parce qu'elle n'est pas sûre que ça va marcher. Donc, elle a loupé cette aide. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, il y a vraiment du travail qu'on peut faire. Maintenant, par rapport aux faillites, je trouve que c'est important d'en parler parce que c'est un problème important et on vend parfois du rêve, mais voilà, les gens se réveillent parfois durement après une faillite. Se révéler, je crois que c'est très, très dur. En tout cas, en tant que médecin, j'ai pu fréquenter aussi des personnes qui étaient du coup endettées à l'ONSS, etc., avec des saisies de salaire pendant je ne sais pas combien d'années, donc je pense que je ne suis pas d'accord avec l'idée que les faillites, c'est parce que les gens n'ont pas les compétences. Bien sûr, il faut des compétences, mais aujourd'hui, un indépendant, il est plus vraiment indépendant. Il est dépendant, en fait. Dépendant des grands monopoles. Je m'explique. Par exemple, quelqu'un... Quel monopole, oui. Quelqu'un qui va gérer un Delhaize, par exemple, franchisé, il est dépendant de Delhaize qui va imposer les prix. Par exemple, un cafetier qui est dépendant, qui est dans une relation de dépendance avec AB InBev, qui va lui imposer des prix, etc. Voilà, du coup, il est dépendant de ça. Aujourd'hui, beaucoup d'indépendants ont des problèmes. Pourquoi ? Le prix de l'électricité, par exemple, et du gaz. On a vu les témoignages des restaurateurs, x3, x4. Qu'est-ce que l'État doit faire là ? Nous avons dit, c'est bloquer le prix de l'énergie. C'est ça qu'il a fallu faire. Et aujourd'hui, on a vu des petites aides, mais c'était très, très largement insuffisant, certainement pour les indépendants. Je pense aux boulangers, aux restaurateurs, etc. Et justement, vous proposiez notamment un guichet unique en termes administratifs. On a l'impression que c'est une idée qu'on entend depuis des années. Alors, justement, Valérie Glatigny, des choses qui existent déjà. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Je veux rappeler qu'il y a déjà des choses qui existent en termes de guichet unique. Il y a aussi évidemment le droit passerelle qui a été créé et pérennisé par un ministre de ma couleur politique, David Clarinval. Et ce droit passerelle, évidemment, il existe. Moi, j'ai l'impression ici qu'on fait tous comme si on défendait de façon similaire la valeur travail. Moi, j'ai entendu une proposition du Parti socialiste de travailler seulement 4 jours par semaine. Donc, je me demande si on est vraiment tous bien alignés par rapport à ça, si on se rend tous bien compte de qui va être impacté si on doit financer une semaine de 4 jours avec un salaire à 2 800 €. Qui va payer ça ? Donc, évidemment, on dit qu'on va aider les indépendants. Mais je pense qu'il faut tous bien se rendre compte que certains vont devoir avoir des épaules de plus en plus larges pour soutenir la pression fiscale qu'on va leur mettre sur le dos. Donc, moi, je fais très attention à cela, qu'on puisse avoir un discours vraiment cohérent par rapport à la défense de la valeur travail. Nous sommes donc à la fin de ce thème. Je vous propose à présent un deuxième témoignage, celui d'un entrepreneur, Laurent Fortuna, entrepreneur membre Smart au départ, ensuite qui s'est rapidement lancé comme indépendant et donc a créé avec d'autres personnes la société Impact Valley en 2018 pour faciliter la diffusion et l'émergence des idées innovantes et aussi à impact social au sein des entreprises. Est-ce que l'entrepreneuriat est une voie vers l'émancipation ? Je reste un juste équilibre entre mythe et réalité. La notion de plaisir est très importante pour moi et à la fois je fais face à des obstacles comme la création d'une structure entrepreneuriale avec des associés. Il y a un départ d'associés, comment fait-on ? Ça c'est un gros obstacle personnel. Alors la question qu'on se pose c'est comment est-ce qu'on peut garder cette notion de plaisir lorsqu'on est face à des obstacles important. Alors ça fait évidemment le lien avec ce troisième grand thème que nous aimerions aborder avec vous, l'entrepreneuriat comme voie vers l'émancipation. Alors on va s'attarder, on l'a entendu un petit peu dans ce témoignage, sur le mal-être en entreprise. Chez nous, pas de grandes démissions comme aux États-Unis par exemple, mais plutôt une augmentation du nombre de burn-out qui n'a jamais été aussi
élevé, plus que 46% en 5 ans selon les derniers chiffres de l'INAMI arrêtés en 2022. Peut-être que c'est plus depuis 2022. Il y a également une étude menée par l'acteur belge du secteur des technologies de la santé auprès de 2000 personnes en 2022 et 77% des interviewés disent ressentir de la pression au travail, du stress et de la frustration. Et pour 38% d'entre eux, des travailleurs souhaitent démissionner. Alors, Valérie Glatini, dans ce contexte, l'entrepreneuriat est souvent vu comme la voie vers l'émancipation. C'est d'ailleurs le titre de ce thème. Les résultats de ce sondage en témoignent. Est-ce que c'est la solution pour promouvoir dans un monde en quête de sens de liberté ? Je pense qu'on a affaire à des profils tout à fait uniques, des profils qui vont créer de la richesse, qui vont être porteurs pour la société, qui vont avoir un projet certes personnel, mais qui va permettre un rayonnement au bénéfice de toute la société. Donc en ce sens, moi je suis pleine d'admiration. Je vais partir de mon expérience personnelle. Moi je viens d'une famille où mon arrière-grand-père, il passait de maison en maison avec une charrette à bras pour vendre des aliments. Et puis son fils, mon grand-père, a décidé de s'endetter. Il s'est endetté jusqu'au cou, vraiment très lourdement, pour créer une première supérette, puis une deuxième, une troisième, etc. Il a fini par créer 120 emplois dans son petit village natal en province de Luxembourg. Et donc moi, je suis très fière de ça. Et donc effectivement, je ne pense pas du tout qu'on crée de l'emploi pour créer de l'emploi, comme ça a été dit tout à l'heure. On crée de l'emploi avant tout parce que c'est au bénéfice de la société et puis au bénéfice de soi-même. Quelle dignité de pouvoir soutenir seul sa famille et puis aussi créer des emplois pour les gens dans le village. Donc moi, je suis extrêmement fière de ce parcours. Je suis extrêmement fière aussi de dire que dans ces magasins, il y avait des franchisés. Moi, je ne trouve pas que un franchisé est un esclavagiste moderne. Je pense il faut vraiment raison garder par rapport à ça. Cette référence au conflit social bien fait de sûr, l'aise. je pense qu'il y a... je ne vois pas pourquoi, a priori, un franchisé serait directement responsable d'un bain de sang social. Donc je suis tout à fait consciente de la nécessité de préserver les droits en particulier et de développer encore les droits des personnes indépendantes. Mais je me refuse à voir un franchisé comme un responsable d'un bain de sang social. Oui, on va peut-être voir tout de suite les résultats du sondage qui a été mené par Smart auprès de plus de 500 entrepreneurs et entrepreneuses, où on demande, qu'est-ce qui est la motivation première des personnes qui créent leur entreprise ? On voit que ce qui arrive en tout premier, c'est vraiment la passion. La passion et qu'à l'inverse, l'opportunité économique, l'envie de faire de l'argent, ça arrive plutôt en bas du classement. Est-ce que ça, le Divine de Magnanville, pour Défi, ça vous étonne, ce résultat-là ? Vous avez l'air d'accord, en tout cas. Non, je trouve que c'est un... Vous auriez répondu quoi ? Ma passion. Je pense qu'on ne peut pas travailler autant si on n'a pas de passion. Mais je trouve que c'est un joli pied de nez, en fait, cette réponse. Désolée aussi au Parti Socialiste, qui, parce que... Il pourra réagir. Oui, vous allez réagir. parce que quand on est entrepreneur, malheureusement, de temps en temps, on est vu un peu trop comme le patron qui va profiter de ses travailleurs et qui va faire de l'argent sur le dos, peut-être aussi au PTB, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que en tant que chef d'entreprise, c'est souvent assez difficile de supporter cette casquette de je suis chef d'entreprise, donc je floue certaines valeurs sociales et donc je cherche à payer moins pour pouvoir essayer de gagner plus. Ça, je trouve qu'il faut pouvoir mettre à chaque fois 2 poids, 2 mesures par rapport à ça. Et pour répondre à la question de l'émancipation, mythe ou réalité, être entrepreneur, c'est se créer sa liberté, mais qui a énormément de contraintes. Donc, elle a des contraintes, pourquoi ? Parce que je suis d'accord qu'on ne peut pas tout faire, et je suis d'accord qu'il y a un cadre qui est obligatoire, un cadre légal et social qui est obligatoire. Je pense que ça fait plus de 20 années maintenant que le cadre social était nécessaire. Maintenant, il va falloir penser au cadre social aussi des indépendants. Donc, ce qu'on disait, de se pouvoir démissionner et de son emploi de salarié et de s'émanciper
vers l'entrepreneuriat, c'est permettre aussi une couverture sociale. La personne ayant cotisé, elle doit pouvoir se lancer, être formée et trouver des solutions. C'est aussi dire aux femmes, moi je suis maman de 3 enfants, j'ai eu un enfant il y a 1 mois, un troisième. Il y a 1 mois. Ouais. Ah, donc c'est... Oui. Félicitations. Merci. Il manque plein de choses en tant que femme indépendante. C'est-à-dire que comment elle va faire, elle a 12 semaines de congé parental. 12 semaines, on n'a pas de crèche. Donc déjà, si on en trouve une au bout de 15 semaines d'un congé salarial, on a de la chance, mais 12 semaines, il n'y a rien. Donc ça veut dire qu'il faut un moment, il va falloir lisser, mais c'est ce que vous disiez, il va falloir lisser les inégalités entre les salariés et les indépendants pour pouvoir créer cette liberté d'indépendant. Je rebondisse justement sur le lissage que vous appelez. Je pense aussi que le mot, depuis le début du débat, le mot risque a dû être prononcé 8, 9, 10, 11 fois. Cédric Noré, pour le Parti Socialiste, peut-être je vous propose de rebondir, mais aussi parce que, est-ce que ce risque-là, on ne peut pas l'atténuer en tout cas, ou est-ce que le modèle d'entreprise partagée, par exemple, comme Smart ici, c'est une façon de donner aux entrepreneurs, aux entrepreneuses, une forme de sécurité peut-être? Est-ce qu'au Parti Socialiste, vous y êtes favorable? Bien sûr. D'abord, je vais répondre à l'attaque gentille qui a été faite. Non, au Parti Socialiste, on est bien conscient que la plupart des indépendants sont finalement des TPE et des PME. Il y a effectivement des indépendants qui sont des grands patrons et parfois qui ont d'autres statuts même parce que c'est plus intéressant. Mais je pense qu'on ne fait pas d'amalgame. Je pense qu'il faut voir les choses comme elles sont. Et effectivement, moi, je pense que la première voie pour encourager l'entrepreneuriat, c'est de limiter le risque et d'offrir une plus grande sécurité aux indépendants, aux entrepreneurs. Ça passe effectivement par des expériences comme Smart, une entreprise partagée. Nous, on plaide pour qu'il puisse y avoir un cadre légal pour qu'on puisse reconnaître ce type d'entreprise qui permet à des indépendants de débuter, de voir si ça prend et éventuellement de se lancer après à leur compte. Pour nous, c'est une bonne chose. Et je rejoins, là, par exemple, il y a de connivence, la question du droit à la démission. Je pense qu'effectivement, quand un travailleur a acquis des droits, il ne doit pas les perdre simplement parce qu'il tente une expérience comme indépendant. C'est une ineptie, c'est quelque chose qui doit être réglé. Donc, effectivement, on plaide pour un droit à la démission, mais également, plus largement, pour une plus grande sécurité sociale des indépendants. On l'a dit, on l'a déjà amélioré. On précise d'ailleurs que vous évoquiez le modèle Smart. Ce sont des salariés, justement. Ce sont des salariés, 2300 salariés en équivalent temps plein. On voit aussi que ça crée, on voit que ça crée de l'emploi également parce que, effectivement, ça rejoint la première question. Et je pense, donc au niveau de la sécurité sociale, on a amélioré la sécurité sociale avec Karine Lallieu, notamment les pensions des indépendants. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut continuer à développer. Moi, la chose que je veux un peu souligner, c'est l'indépendant. On a parlé de la liberté d'entreprendre. Oui. C'est vrai, mais la liberté d'entreprendre, un indépendant, un entrepreneur, c'est d'abord tout quelqu'un qui gère son affaire et qui a la liberté de gérer son affaire comme il le veut. Parfois, le statut d'entrepreneur, d'indépendant est imposé. On l'a vu avec des Deliveroo. En décembre, il y a eu un arrêt important de la Cour du travail qui a requalifié les livreurs. Mais ça, c'est l'entrepreneuriat subi, c'est l'indépendant subi. Et finalement, un indépendant qui n'est pas bien dans sa passion, qui n'est pas bien dans son activité. Et là, je pense qu'effectivement, il peut y avoir des conséquences qui sont graves. Et surtout aussi, cette multiplication de statuts. On avait vu aussi un statut qui avait été mis en place à un moment donné, qui permettait de faire concurrence, une concurrence déloyale avec les entrepreneurs. Et quand vous êtes entrepreneur, que vous payez vos cotisations de sécurité sociale, que vous payez vos impôts, et qu'en face de vous, vous avez un jardinier qui fait ça dans un statut ou dans un sous-statut, et qui est beaucoup plus compétitif que vous, évidemment, il y a un point d'injustice et de découragement qui peut se créer. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est fondamental, mettre en place une concurrence loyale et saine entre les différentes entreprises, entre les différents statuts. Là-dessus, ce n'est pas le PTB qui vous contredira. Sophie Merckx, vous avez été aussi gentiment épinglée par Ludivine de Magnanville. Mais est-ce que vous, comme marxiste, comme communiste, vous comprenez cette envie de liberté qui peut être à la base des indépendants, des entrepreneurs, des entrepreneuses? Il y a une fois quelqu'un du PTB qui m'a dit « Ah mais vous savez, la première des libertés, c'est de ne pas avoir de patron. » Est-ce que vous, c'est votre philosophie? Oui, je crois
crois qu'il faut un peu arrêter avec les caricatures. Au PTB, on connaît beaucoup d'indépendants et bien sûr, je comprends aussi des gens qui ont envie de créer leur propre activité. J'en connais pas mal, parfois aussi parce que dans le monde de l'entreprise, ils ne s'y retrouvent pas. Par exemple aussi dans la rentabilité qui est demandée, faire du chiffre sans donner du sens. On a envie de créer son entreprise, mais c'est un grand risque. Et je crois que là, effectivement, c'est quand même un point important qui a été pointé, c'est que la couverture sociale, en cas de problème, elle est beaucoup moindre que quand vous êtes salarié, malheureusement. Parce que les salariés, oui, pourquoi ils ont obtenu des choses, c'est aussi grâce au travail syndical, etc. Et donc, aujourd'hui, les indépendants n'ont pas ça. Et donc, nous sommes clairement pour, par exemple, que le droit passerelle soit accordé automatiquement, qu'il y ait effectivement plus de chômage, congé de maternité, etc. Que ces droits-là, mais il faut les financer aussi à ce moment-là. Il faut les financer. Et donc, ça, c'est important aussi de parler justement de la fiscalité dans notre pays, comment elle est organisée et qui paye les charges. Et donc là, encore une fois, on voit qu'il y a quand même une inégalité entre ce que les très grandes entreprises vont payer ou ce que les petites et moyennes entreprises ou les indépendants doivent payer. Donc je crois que ça, c'est un débat. Et je crois que finalement, une entreprise comme Smart, ce qu'elle fait, en quelque sorte, c'est quelque part aussi pallier à quelque chose que les autorités auraient dû faire. C'est ça quand même, parce qu'on fait comme si... On fait comme si... Non, mais parce qu'on fait en fait comme si être indépendant ne donnait droit à rien. On fait comme si... Alors bien sûr, il y a des choses qui ont été faites depuis 20 ans, et notamment, je pense à Sabine Laruelle, par exemple, dans mon parti. Ça fait des années qu'on travaille sur la problématique. Et donc, oui, il faut rappeler quand même aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent qu'être indépendant donne accès à des droits. Donc, il faut quand même rappeler ça. Oui, rappeler aussi qu'il y a des travailleurs, par exemple, qui travaillent dans le cadre de plateformes. Il y a une législation qui entre en vigueur le 1er janvier 2023, qui est entrée en vigueur. Donc cette législation, elle définit des critères, par exemple, qui permettent à un travailleur de se plaindre d'être traité comme un indépendant si, par exemple, il est salarié en renversant la charge de la preuve. Il y a la lutte contre les abus, la lutte contre les faux indépendants. Il y a aussi la possibilité pour le travailleur qui souhaite continuer à être indépendant, de pouvoir continuer à être indépendant. Ça, c'est vraiment capital de pouvoir choisir son propre statut. Et aussi parce que si on n'a que des salariés, ce sont des plateformes qui vont simplement devoir mettre la clé sous le paillasson. Et puis rappeler aussi qu'on a une législation en place qui prévoit la protection du travailleur indépendant, par exemple en cas de maladie ou en cas d'accident, donc pour ces travailleurs liés aux plateformes. Donc il ne faut quand même pas laisser dire que c'est un statut sur lequel on n'a pas travaillé. On a compris le message, mais derrière ce mythe de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse super-héros, super-héroïne, on entendait dans les témoignages qu'on a écoutés précédemment cette personne qui disait mythe et réalité. Et Armelle Gisène, je me tourne vers vous parce que dans vos premières interviews en tant que femme politique, vous avez dit comme maman solo, on se rend compte que la réalité, elle est parfois âpre. Mais elle est extrêmement difficile. Et donc, je vous entends, Madame Glattini, mais en même temps, Alors, je pense que l'entrepreneur, c'est véritablement un état d'esprit motivé par la passion, par une quête de liberté. Cette liberté, elle est très relative pour moi parce qu'il y a une part d'aliénation. Et si on doit parler d'aliénation, pour moi, c'est celle des charges. Parce que la charge, aujourd'hui, les charges qui pèsent sur les indépendants les asphyxient littéralement. Alors moi, je suis une petite SPRL, donc c'est TPME, je suis toute seule à bord et je vois au quotidien les charges qui arrivent et qui nous écrasent les uns les autres. Je discutais la semaine dernière avec un commerçant de la ville de Wavre, il me dit « Armelle, avant de commencer à payer mes 12 mois de loyer, quand on prend un bail commercial, le précompte immobilier est à charge du locataire. Donc avant de démarrer, il a quasi un mois de plus à devoir assumer. Et cette complexité va se démultiplier à tous les étages. Par exemple, au lendemain du Covid, les loyers sont indexés, sauf si le PEB est en ordre. Ah oui, mais ça ne vaut pas pour les commerçants. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir un commerce avec un PEB qui est en Wallonie, qui est en queue de peloton, et au lendemain du Covid, ce même commerçant a vu son loyer vivre une indexation de 10%, plus les charges pour chauffer son immeuble loué. Et donc ça, c'est à tous les étages que ça s'opère. Quand un indépendant, et on le sait, un indépendant sur 5 aujourd'hui vit en dessous du seuil de pauvreté avec un revenu de 1139 € net ou en deçà. Comment peut-il faire face quand on lui demande, par exemple, comme nouvelle charge administrative, de transformer sa SPRL en SRL
coût 1 500 € chez un notaire. Parce que c'est ça, en fait, la réalité de l'indépendant. C'est cette multitude de charges qui l'aliènent. Et moi, on me pose souvent cette question, et vous allez voir que ça n'a rien à voir, mais que ça a tout à voir. On me dit souvent, est-ce que tu joues au golf ? Et je dis non, parce que quand j'ai les moyens, je n'ai pas le temps, et quand j'ai le temps, je n'ai pas les moyens. Et ça résume la vie d'un indépendant. L'indépendant doit œuvrer tous les jours pour son salaire, et c'est terriblement usant. Sinon, et la vous aimeriez surcharge... bien jouer au golf. C'est ça qu'on a. Mais c'est même pas la question. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est cette usure en fait qui marque l'indépendant. Si aujourd'hui il y a autant de cas de burn-out, de fatigue, de charge mentale, de problèmes de dos, de sommeil chez l'indépendant, c'est parce que cette charge chaque jour l'accable un peu plus, et il sait qu'il est le moteur de son entreprise. Mais quelle est la solution? On va passer au thème suivant. On va passer au thème suivant. On aura vraiment l'occasion de développer d'autres points. Parler, c'est un peu solution. On va passer au thème suivant. On y va. Oui, mais Allez, en réduisant. On va passer au thème suivant. Pardon, on ne vous entend plus. Merci, waouh, François. Et bien voilà, donc on vient de terminer ce thème et on va passer au quatrième thème. Alors donc l'entrepreneuriat face aux enjeux sociaux et environnementaux. Les Nations Unies et l'Organisation internationale du travail, on le sait, encouragent à se tourner vers une transition juste, à savoir une transition vers une économie compatible avec les limites planétaires, équitable et inclusive. On vit depuis plusieurs années, on l'a tous vécu et ressenti, une succession de crises qui impactent notre société, notre économie, et tend à mettre sous pression la viabilité économique de nombreuses activités. Alors dans notre sondage que vous voyez affiché en ce moment même, 78% estiment tenir compte de l'impact social et ou environnemental de leur activité. Alors Gilles Van den Burg, est-il possible pour les entrepreneurs de poursuivre des objectifs sociaux et environnementaux suffisamment ambitieux et sous question, est-ce qu'il faut encourager celles et ceux qui se dirigent vers des modèles plus durables ou au contraire pénaliser les autres? Non mais bien sûr, c'est vraiment le modèle qu'on porte. Mais honnêtement, au-delà de... Parce que souvent, peut-être par des partis ou des personnes qui sont plus conservatrices, ça reste sympa de faire de l'impact social environnemental. Donc je fais un peu l'avocat du diable ici. C'est page 12 du programme. Et voilà. Nous, c'est au cœur en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas réussir la transition écologique dont on a tous besoin, en particulier les habitants de la planète, quels qu'ils soient d'ailleurs, en Belgique ou à l'autre bout du monde. On ne va pas réussir cette transition qui est nécessaire, qui doit être juste, donc c'est-à-dire laisser personne au bout du chemin, c'est ça qu'on entend par là évidemment, si on n'a pas les entrepreneurs, les entrepreneuses et l'ensemble du monde économique avec nous. On doit aller vers cette transition parce que on a besoin, mais comme je le disais tout à l'heure, rien que la création d'emplois, qui est le thème majeur ce soir, c'est 100 000 emplois créés dans les secteurs durables d'ici 2030. C'est quoi? C'est l'isolation des bâtiments. C'est évidemment le numéro 1. Ce sont les énergies renouvelables. C'est les circuits courts. C'est les circuits courts aussi en termes alimentaires. C'est l'économie circulaire de récupération. Si on ne va pas massivement dans cette direction-là, et moi je pense que moi, je visite énormément d'entreprises, d'entrepreneurs chaque semaine, et ça va évidemment encore s'accélérer, mais on le fait en continu pendant un mandat politique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois. Il n'y en a plus un ou une qui n'a pas ce problème-là comme priorité. Alors évidemment, il y en a qui sont directement actifs. Il y a des plus grosses structures, je pense à des grandes industries où c'est évidemment plus compliqué. Mais plus personne ne me dit aujourd'hui, et heureusement, ah ben non, ce problème-là, désolé, moi, c'est pas possible, j'ai pas le temps, j'ai pas les investissements. Et donc, ça doit être au cœur, en fait. Et donc, moi, là, je reviens aussi un petit peu au débat européen. Donc nous, écologistes, nous sommes totalement favorables au Green Deal européen, qui est beaucoup commenté aujourd'hui. Mais c'est fondamental de mettre ces balises-là, parce que ça aussi, ça augmente notre compétitivité dans ces enjeux-là, socio-environnementaux, par rapport au reste du monde. Et on voit qu'aujourd'hui, et ça c'est un des enjeux des élections, pour parler un peu clairement des enjeux des élections, c'est des partis qui veulent revenir en arrière. Non, mais des partis qui veulent faire stop, pause, et qui le disent clairement, voire des partis qui veulent revenir en arrière. Pas plus tard qu'hier au Parlement européen, à quelques voix près, on a réussi à voter une loi qui protège la biodiversité et donc la loi de restauration de la nature, elle peut être un peu plus technique. Mais l'enjeu des prochaines élections, pour nous, il est là. Ceux et celles qui veulent faire stop et ceux qui veulent retourner en arrière. Et moi, je fais quand même un parallèle aussi, juste un lien avec la discussion juste avant, parce que je pense que, évidemment, l'entrepreneuriat en lien avec l'impact social et environnemental, mais la création d'emplois aussi, emplois salariés. Et pour moi, c'est aussi un facteur émancipateur comme écologiste, d'avoir un emploi salarié. Et on voit bien que Smart
dans le cadre d'une coopérative, évidemment. Et nous, on soutient très fort les coopératives. On a même participé à les mettre dans le code des sociétés la législature dernière. C'est fondamental. Mais pour moi aussi, ceux et celles qui cherchent un emploi, et là, je voulais aussi insister sur une différence d'appréciation entre partis politiques et de vision de société. Ceux et celles qui cherchent un emploi ont le droit d'être encouragés, formés, émancipés. Et vous avez parlé des 500 000 personnes qui cherchent un emploi. Il ne faut pas stigmatiser les chômeurs, vous voulez dire. La moitié, c'est longue durée. La moitié. Que ce soit d'ailleurs en Flandre, à Bruxelles, c'est un peu en dessous, mais en Flandre, en Wallonie, c'est la moitié. Eh bien, moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée qu'après 2 ans, on leur dise, vous savez quoi, direction CPS. Okay. Vous n'aurez plus d'encouragement. Oui, mais c'est aussi ça, l'émancipation et la formation et l'encouragement. On a compris le je pense que message. c'est une vision de société très différente avec d'autres partis. Bon, ici, typiquement, le projet du MR ou des engagés, mais c'est intéressant de savoir ça. Les engagés assurent la suite avec un droit au travail. On ne Ludivine rejette pas tout le monde au CPS. Ludivine de Magnanville. Aujourd'hui, je ne vois pas comment c'est possible autrement. On va se tourner vers Ludivine de Magnanville. Vous avez été la représentante d'une fédération patronale, l'ORECA. Alors, beaucoup s'attendaient que si vous deviez vous engager en politique, ça allait automatiquement être OMR, et c'était plutôt chez Défi. Vous avez dit, je suis une libérale sociale, et vous avez même dit, je pense que c'était chez nos confrères de BX1, l'entrepreneuriat, oui, mais pas sans avancée sociale, et notamment pour les sans-papiers. Vous avez dit, est-ce que peut-être vous pouvez expliquer, là, parce qu'on est en plein dans ces enjeux sociaux, écologiques qui vont avec ces débats économiques. Alors, pour avoir fait pendant 2 ans et demi le tour de chaque parti politique, donc majoritairement au fédéral, pour essayer de trouver des solutions, parce que je faisais partie d'un secteur en pénurie, et donc il était important pour nous de dire, ben voilà, aujourd'hui, je refuse de mettre sur le même pied d'égalité un chômeur de longue durée et un travailleur sans papier. J'utilise bien le mot travailleurs sans papier, parce que c'est totalement hypocrite aujourd'hui de dire qu'il y a des sans-papiers qui ne travaillent pas. Non, ils sont obligés de subvenir à leurs besoins, et il est important pour moi de dire en tant qu'entreprise, à un moment, si on doit trouver une solution, c'est par le travail. J'ai rencontré énormément de sans-papiers qui m'ont dit, moi, si demain tu me fais signer un papier disant que je ne suis en aucun cas allocataire social dans les 2, 3, 4 ans, mais que je veux juste travailler et être dans des conditions dignes sur le territoire belge, je le signe. Et ça, aucun parti autour de cette table, entre guillemets, a entendu ça. C'est beaucoup. Non. Beaucoup. C'est vraiment non. L'emploi des sans-papiers. Oui, mais pour être correct, je ne voulais pas vous interrompre. Mais c'est difficile de prendre ça comme écologiste. C'est ce qu'on porte tous les jours au Parlement fédéral, face notamment à des partenaires de majorité qui ont une vision totalement différente. Le problème qu'il y a aujourd'hui, le problème qu'il y a eu aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve dans un système où chacun veut quelque chose et essaie d'obtenir quelque chose d'autre d'un autre parti. J'ai vécu ça, c'est-à-dire que j'étais là en tant que chef d'entreprise, représentante finalement d'entreprise, disant si aujourd'hui la région peut délivrer le permis de travail. La région tient extrêmement bien ces dossiers, sauf que suite à ça, on peut avoir l'obtention de permis de travail, mais on n'a pas le droit de séjourner. Donc c'est le fédéral qui doit donner un papier pour dire que tu as le droit de séjourner. Ce papier peut mettre entre 10, 18, 20 mois, 2 ans. Donc ça veut dire qu'on a l'autorisation de travailler, mais nous n'avons pas l'autorisation de séjourner. C'est totalement hypocrite, puisqu'on est sur le territoire belge. Je porte la même chose dans ce dossier, vraiment. Oui, mais c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait. Ça n'a jamais... C'est plutôt une bonne nouvelle. Hein, non, oui, mais non, faut être honnête. Non, mais sur vraiment, quelque je suis chose. totalement. Faut être honnête sur quelque chose, c'est-à-dire que ça n'a jamais été. Au fédéral, dans un cadre qui n'est pas facile, avec une fracture. La moitié des partis flamands veulent un stop à toute immigration aujourd'hui. Ça a été encore la une hier. Malheureusement, le président de la La région peut totalement porter quelque chose qui pouvait être pilote et de dire voilà, aujourd'hui, on veut, étant donné que nous délivrons le permis de travail, nous pouvons, durant la procédure, en tout cas de permis de séjour, faire travailler cette personne. On va rebondir sur la question, parce que je pense qu'on a compris ici les termes du débat. On va rebondir sur la question de la responsabilité sociale des entreprises. Et peut-être je vous soumets une citation de Milton Friedman. Je rappelle vos cours d'économie.
On balaye. Pour raviver vos cours d'économie, en prix Nobel d'économie des années 70, qui disait l'unique responsabilité sociale des entreprises, c'est la recherche de profit. Alors on pourrait croire que 50 ans plus tard, on est un peu sorti de cette logique-là du tout au business. Mais je me demande, est-ce que c'est vraiment le cas et vous représentez ici, Cédric Noiret, le Parti socialiste. Est-ce que en fait, cette logique du tout au business, finalement, c'est pas encore l'alpha et l'oméga quand on parle de création d'entreprise, et que, quelque part, les petites vignettes sociales ou écologiques, ça vient bien après? C'est malheureusement ce qui est encore repris dans la législation. Dans le Code des sociétés et des associations, l'objet social de l'entreprise, c'est le fait de faire des profits. Et donc, nous, on aimerait bien effectivement compléter ça en mettant des enjeux sociaux, environnementaux dans l'objectif même d'une entreprise au moment où elle est fondée. C'est pas évident de le faire. Ouais. C'est pas évident, mais maintenant, moi, je suis rassuré par votre sondage. On voit que 78% des personnes... C'est plus marqué. 78% des personnes disent tenir compte des questions sociales et environnementales, et finalement, il n'y a que 5% qui disent qu'ils n'en tiennent pas du tout compte. Donc, on voit qu'il y a une évolution à ce niveau-là, mais je pense qu'effectivement, il faut être plus ferme sur ce qu'est la responsabilité sociale et sociétale d'une entreprise. On l'a vu, on l'a cité là tout à l'heure avec Deleuze. Mais il n'y a pas que Deleuze, il y a eu des entreprises avant, par exemple Macro, à un moment donné, de transférer la propriété d'une entreprise à un franchisé, de dire, moi maintenant je m'en occupe plus, je m'en lave les mains, et si finalement il y a des pertes d'emploi, des licenciements, des drames familiaux, c'est plus mon problème, c'est le problème d'un franchisé, c'est pas faire preuve en tout cas, c'est pas montrer une considération et une responsabilité sociale par rapport à des travailleurs qui ont parfois travaillé 10, 15, 20, 30 ans et qui ont donné toute leur recherche de travail pour vous. Et donc, je pense qu'effectivement, sur ces questions-là, il faut évoluer, il faut légiférer. Et puis, effectivement, j'avais parlé de la concurrence déloyale précédemment. Je pense que aussi, il faut tenir compte de ça. Il faut, à un moment donné, être plus ferme pour que l'entreprise qui respecte les normes sociales, mais qui va même au-delà parfois, soit compétitive par rapport à d'autres normes, d'autres entreprises qui ne respectent pas ces normes. C'est aujourd'hui, par exemple, le combat des agriculteurs. Et je pense que ça, c'est un combat qui est plus large. Il faut faire en sorte qu'une entreprise qui respecte ses obligations sociales, qui respecte ses obligations environnementales et qui les dépasse, puisse être compétitive par rapport à d'autres entreprises qui ne sont moins regardantes. Quand on parle de responsabilité sociale des entreprises, ça inclut l'inclusivité. Valérie Glatigny, Sophie Merckx, est-ce qu'il y a un regard aussi féministe, peut-être que vous portez sur cette question de l'entrepreneuriat ? Oui, certainement. Je pense qu'on sait bien qu'il y a quand même moins de femmes en général, donc il faut avoir un point d'attention là-dessus. Moi, je voulais juste revenir sur les franchisés. Moi, je connais plein de franchisés, et donc je ne pense pas qu'il faut caricaturer. Et je connais en particulier des franchisés qui reprennent des petites ou des moyennes surfaces. Et donc, je voulais vraiment attirer l'attention sur le fait qu'il ne faut vraiment pas caricaturer ces personnes. Moi, j'en connais, par exemple, qui font de l'handiprenariat, et donc qui essaient de monter des projets avec des personnes porteuses de handicap. Ouais. Et donc, il faut un peu aussi ne pas défendre tout et son contraire. On a parlé, et Ludivine en a parlé à juste titre, de la nécessité de baisser encore les charges. Et puis, voilà qu'on recharge les entrepreneurs avec des enjeux sociaux et environnementaux. Donc, il faut un peu savoir ce qu'on veut, où on va vraiment les soutenir en leur permettant d'avoir une action la plus libre possible, où on va continuer à les charger avec de nouvelles normes à respecter. Et donc là, je pense que absolument pas. Mais si on commence à mettre des nouvelles normes, moi j'ai bien compris que vous avez parlé du mot contrainte. Donc moi, je suis convaincue, et je viens de le dire, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont à cœur de développer des projets, par exemple, d'handiprenariat pour des personnes porteuses de handicap. Donc ils ne sont pas suspects de ne pas porter un projet de société, mais je fais attention et je suis très attentive à la question de contraintes supplémentaires, parce que là, il me semble qu'on est en décalage avec ce qu'on prône tous. On va peut-être passer la parole à Sophie Merckx, parce qu'à côté tant qu'on est dans cette question de la responsabilité sociale des entreprises,
Est-ce qu'à côté de l'économie, on va dire pure business, il y a une place pour une économie sociale, pour les coopératives? Est-ce que ça, c'est un modèle qui vous parle au PTB? Oui, forcément, ça nous parle. Maintenant, je crois aussi qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes qui veulent créer leur propre entreprise, justement parce qu'ils veulent, par exemple, vendre des vêtements avec une meilleure qualité, vendre des aliments avec une meilleure qualité, tu vois, par rapport aux enjeux sociaux et environnementaux. Mais on est effectivement face. Quand vous voulez, par exemple, vendre des vêtements durables, les créer vous-même, vous êtes face à des H&M, vous devez faire concurrence par rapport à ça. Et donc, le modèle économique, effectivement, il est difficile à être rentable par rapport à ces grosses chaînes, les supermarchés. Et j'en ai vraiment pas aux franchisés personnellement. Donc, je voulais quand même faire la parenthèse. Ce n'est pas une question personnelle. Ce que j'ai dit, c'est qu'un franchisé, pourquoi Deleuze veut avoir des franchisés? Parce qu'il peut les mettre sous pression et il sait que cette personne-là sera obligée, même s'il veut vraiment pas, de mettre son personnel sous pression et de donner des conditions de travail beaucoup moins favorables, alors que justement, au moment que c'était encore le grand Deleuze, il y avait délégation syndicale, il y avait représentation et donc il y avait moyen d'avoir de meilleures conditions de travail. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux entreprises dont je parlais tantôt, donc je crois qu'effectivement, il y a de la place pour un autre modèle et on doit aussi sortir de l'idée que c'est toujours le privé qui est plus rentable. Et je vais parler de mon propre cas. La médecine. Donc, moi, je viens du milieu médical. Donc, nous, on travaille en ASBL, par exemple, pas du tout comme indépendant qu'on a travaillé. Ça ne nous a pas empêché de travailler avec cœur et âme pour mon projet, pour mes patients, d'être là pour eux pendant 25 ans, avec toute une équipe. Mais effectivement, c'est un secteur subsidié. Donc forcément, on a pu avoir des subsides, etc. Et donc c'est vrai que je crois qu'à ce moment-là, il faut avoir une politique de subsidiation d'entreprise, mais avec les enjeux environnementaux et sociaux. Ce qu'on constate aujourd'hui, par exemple, c'est qu'il y a des aides pour créer de l'emploi, mais finalement, on voit que c'est les grosses multinationales qui partent avec le gros lot de ce qui est comme subside et il n'y a pas de contrepartie. On voit des fermetures d'entreprises alors qu'ils ont eu des subsides. Et donc là, c'est vrai qu'il faudra plus de on sait bien qu'effectivement, cette politique de subside aux entreprises, c'est une question très idéologique. Elle a changé, notamment, elle est petit à petit remise en question. On va passer maintenant au thème suivant. Eh bien, vous faites le bon flic. Merci beaucoup, François. En tout cas, je vous remercie déjà parce que là, nous sommes bon niveau timing pour tout le monde, ce qui veut dire qu'on va pouvoir passer au thème 5 et tout le monde aura le même temps de parole. Alors, c'est une des parties que je préfère dans ce débat, puisque à partir de maintenant, donc on a entendu beaucoup de choses aujourd'hui concernant l'entrepreneuriat, les différentes facettes et dimensions. Maintenant, on va vous demander très concrètement ce que chaque partie propose pour simplifier la vie des entrepreneurs, au vu évidemment d'une réponse d'un des sondages. La question était quels sont les défis de l'entrepreneuriat? On en a parlé tout à l'heure, François l'a un peu abordé. Dans les commentaires, il y a en particulier la solitude, l'insécurité du statut et le manque de protection sociale, on vient d'en parler, et les conséquences aussi d'un échec. Alors maintenant, à partir de maintenant, nous avons 15 minutes. Chaque partie doit nous donner ce qu'il propose pour faciliter la vie des entrepreneurs. Et pour le tour de table, je vous laisse faire, François. On peut commencer peut-être par Ludivine de Magnanville. C'est parce que vous me voyez sourire à chaque fois au niveau de la réponse du sondage. Non, oui, si demain vous êtes ministre de l'économie, que ce soit en région fédérale, en région bruxelloise ou au fédéral, quelle est la première chose que vous faites? Alors moi, je voudrais rebondir par rapport à ce que vous avez dit, Sophie. En fait, quand on parle d'un petit indépendant qui lance sa boutique, par exemple, de vêtements et qui veut faire les choses bien, et donc il se dit, socialement, je vais faire, et environnementalement parlant, je vais acheter européen et je vais essayer de faire les choses bien. Mais le problème qu'on a, c'est la fiscalité au niveau de nos petites PME ne sont pas justes. C'est-à-dire que votre priorité, jouer sur la fiscalité. La fiscalité, première chose. C'est le premier truc. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça peut être c'est lisser les barèmes. Aujourd'hui, on a... là, c'est plus au niveau finalement du précompte, mais c'est de lisser les barèmes parce que
on se rend bien compte qu'un moyen salaire, aujourd'hui, quand on habite dans une grande ville, on ne sait pas s'en sortir. Donc, c'est essayer vraiment de valoriser le travail, qu'il soit entrepreneurial ou salarial. Donc, qu'une entreprise puisse se dire, moi, je suis un indépendant, j'ai une boutique, je voudrais embaucher quelqu'un pour pouvoir développer mon business, mais de ne pas, finalement, réfléchir à deux fois en disant je préfère me crever ou de fermer quelques jours parce que quand on ferme quelques jours, le loyer reste le même. Alors Valérie Glatigny, ministre, vous l'avez déjà été, mais c'était pas de l'économie. Si demain, si vous êtes en charge de l'économie, si vous avez avec une baguette magique le pouvoir d'instaurer une seule mesure, vous commencez par laquelle? Je commencerai simplement par récompenser la prise de risque en baissant la fiscalité, notamment l'impôt des sociétés à 15%. Également l'embauche, donc continuer à pérenniser ce qu'on a fait avec les zéro cotisation, donc permettre l'embauche et supprimer ou en tout cas diminuer très fortement la pression fiscale quand on embauche et récompenser aussi les entreprises qui vont faire des investissements, donc là aussi réduire la pression fiscale, et puis peut-être aussi toute une série de mesures en termes de flexibilité, de calcul des cotisations. On sait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui trouvent que c'est injuste le calcul des cotisations quand par exemple on a été malade à la fin du trimestre, comment est-ce qu'on va prendre ça en compte? Et donc il y a toute une série de mesures de flexibilisation encore, notamment dans les cotisations qui sont possibles. Pas dire précarisation, hein. Ça fait absolument. Beaucoup de Non, flexibilisation dans le calcul et dans le absolument. J'étais intrigué. Nous sommes tout à fait d'accord. J'étais intrigué personnellement en regardant aussi le résultat du sondage qui a été mené auprès de plus de 500 entrepreneurs et entrepreneuses, parce que je voyais que seulement 38% d'entre eux et elles pensaient que les résultats des élections auraient une influence sur leur quotidien d'entrepreneur. Alors peut-être je me tourne vers vous, mais en fait vers vous tous. Est-ce que si on vote pour tel ou tel parti, ça pourra vraiment changer le résultat, le quotidien d'un entrepreneur? Cédric Noret pour le PS. Moi je pense que les différents partis politiques ont des visions complètement différentes de la société. Ah oui, il y a clairement des clivages entre différentes gauche, droite et autres. Et je pense effectivement que voter pour l'un ou l'autre parti, ça a des conséquences et ça influe concrètement sur la politique. Sur le thème qui nous occupe. Maintenant, évidemment, on est dans un pays où il y a un système proportionnel. On n'a pas le même système qu'en France, par exemple. Et donc, effectivement, il y aura des coalitions qui seront nécessaires. Et en fonction de et sur le thème qui nous occupe de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que le Parti socialiste pourrait changer en premier, par exemple? Au niveau du Parti socialiste, moi je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, on l'a dit, minimiser les risques en continuant à développer la sécurité sociale des indépendants, des entrepreneurs, avec le droit à la démission, par exemple. Il y a dans votre sondage une grosse préoccupation sur la fiscalité, sur les cotisations sociales, on le voit, et je pense qu'elle est légitime. Avec le Parti socialiste, on voudrait avoir plus d'équité dans la répartition de ces cotisations de sécurité sociale. Je l'ai dit, ce n'est pas normal que quelqu'un qui gagne moins paye proportionnellement plus de cotisations de sécurité sociale que quelqu'un qui a des très très hauts niveaux. Les allocations dégressives des indépendants, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible. Et ensuite, mieux réguler, donc c'est-à-dire lutter contre la concurrence déloyale. Aujourd'hui, on voit que des indépendants ont une concurrence qui vient soit de Belgique, soit d'autres pays. Et ça, aujourd'hui, c'est intenable pour ceux qui respectent les règles. Merci Armelle Gisène. Ministre de l'économie demain? Alors non, mais je vous écoute tous et je me rends compte qu'en fait rien ne change dans ce pays. C'est le constat de beaucoup d'indépendants, que ça tire à droite, ça retire à gauche et finalement on ne bouge pas. Et je pense qu'il faut le courage de changer. Changer quoi? Et d'entamer une grande réforme fiscale, celle que nous proposons, d'une économie de 42 milliards pour le pays, qui s'appuie, je vous dis, sur l'analyse de deux éminents économistes et dans laquelle il faut modifier beaucoup de choses et réoxygéner tout un système économique, parce que c'est de ça dont nous souffrons tous. Tout le monde est asphyxié, le pouvoir d'achat est écrasé pour chacun d'entre nous, et donc il faut réoxygéner ce cœur économique belge, notamment les petits indépendants, et donc en allégeant la fiscalité. On l'a proposé, les premiers 1 000 € exonérés d'impôts, à la suite de cela, une taxation revue de 20% à la baisse avec un maximum de 45%. Il faut encourager le travail par des formations, il faut accompagner cette
population et remettre au travail nos chômeurs par ce plan d'accompagnement avec des bilans de compétences, des formations et au-delà de 2 ans, leur donner un droit au travail dans l'entreprise publique, associative ou auprès d'entrepreneurs avec des subsides qui sont cet équilibre du chômage qui n'est pas versé, qui peut être versé comme aide auprès des entrepreneurs, ou alors en accompagnant ces chômeurs, décidément, en accompagnant ces chômeurs dans des projets entrepreneuriaux. Sophie Merckx, on va aller vraiment tout à gauche maintenant. Sophie Merckx, c'est votre priorité pour terminer. Que peut, je dirais, le pouvoir politique ? Je pense que ce qui est avancé par les entrepreneurs eux-mêmes, c'est effectivement la charge fiscale. Et je crois qu'effectivement, en Belgique, on a un peu un 2 poids 2 mesures, quoi. GSK peut effectivement avoir toutes des techniques possibles pour payer 2% d'impôts, mais l'indépendant ou la petite PME n'a pas cette possibilité-là. Et donc là, on a vraiment un problème quand on regarde, par exemple, au niveau du fisc, le nombre de contrôleurs au fisc qui contrôlent les grandes entreprises est 6 fois moins que ceux qui contrôlent les PME dans notre pays. C'est ce que j'ai trouvé cet après-midi. Donc ça en dit grand-chose. Et donc nous, ce qu'on pense, c'est que les grandes entreprises doivent par contre payer leur juste part, aussi les fortunés, parce qu'on ne peut pas ici dire qu'il faut une meilleure sécurité sociale pour les indépendants et ne pas penser aussi à comment la financer. Maintenant, de manière générale, je dirais aussi, je ne suis pas d'accord avec cette idée, par exemple, qu'il faut limiter les allocations de chômage dans le temps, qu'il faut être plus sévère, qu'il faut activer à tout prix, etc. Parce que ce genre de mesures qui sont annoncées, ça va créer plus de pauvreté. Aussi, ici, aujourd'hui, on nous annonce, par exemple, des économies qui doivent être faites dans le cadre des normes budgétaires européennes. Mais cela va créer de la récession. Alors, si on veut créer un climat pour les entrepreneurs aussi, les petits entrepreneurs, on a besoin justement de gens qui ont un pouvoir d'achat, des gens qui savent consommer. On va devoir s'arrêter là parce pauvreté, ça ne va pas. Votre voisin Gilles Van Den Buren pour Écolo était très très patient jusqu'à présent. Comme je sais que je peux terminer, ça va. mais vous n'avez pas tout. Allez-y, on vous écoute. Non, mais dans les priorités, je vais essayer d'être vraiment aller à l'essentiel pour être un peu tourné solution. Réforme fiscale, tout le monde en parle, c'est bien. Ça a été dit, on a essayé de la faire vraiment sur cette législature. Voilà, il y en a qui ont bloqué, mais donc pour nous, focus sur les bas et moyens salaires, salariés comme indépendants. Ça, c'est vraiment important. Jusqu'à 350 € net par mois, ça, c'est la première priorité. Deuxième, c'est, comme je le disais, élargir le socle de protection, y compris pour les indépendants. Ça veut dire effectivement, quand il y a une difficulté pour aussi l'équilibre vie professionnelle, vie familiale, je pense qu'on doit élargir encore le statut d'indépendant, converger, sans que ce soit le même avec le statut salarié. Je pense que c'est important, certainement face à la maladie, face aux aléas de la vie. 3, simplification administrative. Honnêtement, moi, je rencontre beaucoup d'indépendants et de TPE, PME qui me disent, mais quand je suis contrôlé, par exemple, par le fisc, on vient avec un bazooka pour tuer une mouche. Moi, je suis pour le concept de administration et SPF PME friendly. C'est quelque chose qui existe, qui essaie d'être développé, mais on doit pouvoir le faire. Et enfin, et c'est sans doute pour nous un marqueur important de différenciation aussi, c'est de pouvoir justement avec l'ensemble des aides publiques les axer par rapport effectivement aux entreprises qui font l'effort de transition écologique et de responsabilisation sociale. C'est ce qu'on a fait à Bruxelles avec les aides. Barbara Tract, secrétaire d'État à l'économie, à l'échéance 2025-2026 permis d'avoir une trajectoire où tout l'argent public sera utilisé pour évidemment encourager des entrepreneurs, entrepreneuses, mais qui ont une vision et qui font un effort en lien avec nos enjeux climatiques et sociaux. Merci beaucoup. Il nous reste un tout petit peu de temps. On va voir une dernière réponse du sondage, une question qui a été posée aux entrepreneurs et entrepreneuses qui ont opté pour le modèle d'entreprise partagée Smart. Normalement, quelles sont les raisons qui vous ont poussé au modèle d'entreprise partagée comme Smart? Alors, on voit à 58% la libération de la charge administrative, et puis on peut aussi épingler parce que c'est moins risqué. À 49%. C'était le mot de la soirée. Ça, oui, le risque. Oui, Valérie Glatigny. La charge administrative. Ouais. Peut-être Valérie Glatigny, vous comprenez chez ces entrepreneurs, entrepreneuses,
ce besoin de diminuer le risque qui peut faire peur. Effectivement, la priorité ici sera de soutenir toutes ces personnes qui prennent un risque pour vraiment créer de l'emploi, pour créer du bien-être, pour créer de la prospérité pour leur village, pour leur province, pour leur pays. Donc je pense que ça, c'est vraiment capital de pouvoir remettre au cœur du débat sans cesse cette valeur travail, créer aussi un différentiel entre les allocations chômage et puis le salaire. Ludivine de Magnanville, vous avez encore un petit peu de temps pour réagir. Mais non, en fait, il y a quelque chose que je trouve super, c'est que finalement, on est quasiment tous d'accord sur la fiscalité. La fiscalité, effectivement. C'est-à-dire que pour avoir lutté pendant 2 ans et demi pour dire qu'à un moment, il fallait baisser les charges sociales en tant qu'entrepreneuse et indépendante, ben, finalement, je ne sais pas pourquoi je me suis engagée en politique, parce que finalement, on est tous... Non, mais c'est... Les 4 jours. Non, mais voilà, après il faut faire... Je pense qu'on est tous d'accord de dire que la valeur travail a quelque chose d'hyper important. Je pense qu'il faut souligner aussi la valeur travail belge. Là, je suis désolée, mais je vais vraiment faire du protectionnisme parce que c'est aussi important. Finalement, récompenser l'économie et la circulaire belge, bah, il doit y avoir une différence. On doit créer une différence entre un travailleur, voilà, travailler vraiment sur... Vous étiez sur les sans-papiers aussi, sur ceux qui viennent ici en Belgique, mais sur le côté ancrage local. S'ils viennent et qu'ils travaillent chez nous, ils sont belges. C'est pour ça qu'on veut mettre en place un système de généralisation d'ajustement aux frontières. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas la concurrence déloyale des biens et services qui viennent chez nous. Et Sophie Merx, peut-être une réaction. Quand même réagir par rapport à Mme Glatini pour aussi montrer qu'on n'est pas tous d'accord, peut-être. C'est quand elle dit, ben voilà, je veux... C'est la démocratie. Voilà, je veux diminuer l'impôt des sociétés à 15%, mais quand on a regardé, par exemple, le gouvernement Michel a diminué l'impôt des sociétés de 33% à 25%, et finalement, 97,5% de ces diminutions d'impôts ont été aux grandes entreprises et très grandes entreprises, et seulement 2,5% aux petites entreprises. Et donc, c'est ça le 2 poids 2 mesures où il faut s'attaquer. Si on dit effectivement, et nous on le soutient, on doit diminuer les charges pour les petites entreprises, pour les indépendants, mais alors aussi, de l'autre côté, il faut aussi que les multinationales, par exemple, payent effectivement leur juste part. Oui, moi, je voulais juste simplement répondre par rapport à ça, puisque j'ai été interpellée. Et je pense quand même qu'on sera tous d'accord ici pour reconnaître que sous le gouvernement de Charles Michel, nous avons créé énormément d'emplois, et ces emplois permettent tout simplement de contribuer à la prospérité. Donc, je ne suis pas d'accord pour dire que les multinationales seraient quelque chose de sale. J'espère qu'il y a plein de gens ici dont les parents ou qui eux-mêmes travaillent dans une entreprise qui est implantée dans plusieurs pays, et je ne pense pas qu'il s'agisse ici de jeter l'opprobre sur elle. Ouais. Toute dernière réflexion, vous avez encore quelques secondes. Mais la dernière intervention, on n'était pas toujours tous d'accord. Non, peut-être mettre en avant, parce qu'on est ici chez Smart, l'entreprise partagée et cette question-là, parce que moi j'ai beaucoup travaillé avec les travailleurs des arts sur notamment le statut, et on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par Smart, par une entreprise partagée, pour justement créer une activité, gérer une activité, et puis éventuellement aller dans notre statut. Et Smart permet aussi d'offrir une stabilité, une protection, parce que comme vous l'avez rappelé, c'est des travailleurs salariés, et on voit aujourd'hui que c'est quand même un volume de travail important, puisqu'il y a 2300 équivalents temps plein. Et donc je pense que ce type d'activité, ce type d'initiatives, on doit aussi pouvoir les soutenir et mettre en place les cadres légaux qui permettent de le faire. Merci. Merci beaucoup à vous tous en tout cas. Et franchement, félicitations pour la gestion du temps. Je n'y croyais pas, mais voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.